On parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bruno-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir, toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Salut Christina, écoute, je suis ravi aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast Parlons de votre mental. Honoré de pouvoir accueillir une judokate inscrite du coup sur les athlètes de haut niveau d'Italie. Et écoute, je te laisse la parole et je te laisse te présenter un petit peu. Merci, je suis honorée et ravie d'être. Donc voilà, je suis judokate au niveau italien. Et préparatrice mentale et coach sportif. Et bon, maintenant, je m'entraîne en France, qui est le pays d'origine de ma mère, pardon. Et mais j'ai des origines italiennes, donc voilà, je suis franco-italienne. Et bon, mais je suis très ravie d'être ici. Bon, nous aussi, on est ravis de t'accueillir. On est ravis que tu puisses nous parler un petit peu de ton parcours. Oui, avec plaisir. Et je commence un peu à raconter du début de mon enfance, si tu veux. J'ai commencé le judo à 7 ans. Donc, j'ai commencé un peu plus tard que l'âge moyen. Souvent, les enfants commencent à 5 ans, voire 4 ans. En France, je sais qu'il y a le baby judo, donc on commence très tôt. Et j'ai commencé à 7 ans parce que je faisais de la natation avant. Et le docteur avait dit à ma mère que mon dos avait commençait à avoir des problèmes par rapport au mouvement assez cyclique de la natation. Je m'entraînais déjà assez pour une gamine de 7 ans. Et donc, j'ai commencé à faire du judo qui était juste à côté de la piscine. Donc, comme j'avais déjà essayé dans un centre d'été, ma mère m'a amenée au judo et j'ai commencé comme ça toute l'aventure. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 21 ans que je fais du judo. Et à haut niveau, j'ai débuté à 12 ans, 13 ans, on va dire, au niveau cadette. Donc, une fois que j'ai fait podium au championnat d'Italie cadette, j'ai commencé du coup le haut niveau jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est déjà un super parcours. De quoi es-tu le plus satisfaite avec le recul de toutes ces années? C'est une belle question. Mais je pense la persévérance, c'est la chose dont je suis plus satisfaite. Le fait même pas la persévérance, la résilience. C'est un mot qui va être à la mode aujourd'hui, mais vraiment dans l'essence de cette résilience, vraiment de tomber, se relever, mais pas seulement au premier degré, non? Donc dans le judo on tombe, on se relève, mais aussi vraiment de ne pas lâcher malgré tous les obstacles qu'on peut rencontrer de la société, voilà, plein de choses qui peuvent arriver dans le sport de haut niveau. Et le fait d'avoir continué à avoir cette résilience, je suis fière. Voilà. Alors c'est vrai que dans le judo, on retrouve plein de valeurs qui sont totalement transférables dans la vie du quotidien, dans la vie professionnelle, et une belle discipline sportive du coup à intégrer dès le plus jeune âge. Oui, c'est vraiment un sport, plus qu'un sport, une activité sportive, c'est aussi un art martial. Donc, comme tous les arts martiaux, il y a vraiment, sans enlever quelque chose à d'autres sports, mais les arts martiaux ont vraiment un sens qui est caché derrière et qu'on commence à comprendre après, pas tout de suite. Quand on est très jeune, on pense à jouer parce que le judo nous permet de faire des choses qu'on peut pas faire dehors, comme on est pieds nus, on fait la bagarre entre guillemets sans se faire mal.
Et on fait des jeux, je me rappelle, c'était très amusant. Voilà, il y avait quand on est jeune, on se rend pas compte. Après, tout doucement, avec la vie, je me suis rendu compte que j'avais intégré automatiquement, sans trop me prendre la tête, des valeurs et des façons de voir le chemin, la vie, etc. Différents que les autres personnes. Sûrement, c'est le sport en général qui donne ça, mais le judo et les arts martiaux, je pense qu'ils ont ce truc en plus que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, surtout avec la crise Covid, le développer chez les plus jeunes. Avec l'ensemble de ton parcours, est-ce que ça t'est arrivé de rendre possible des choses qui te semblaient être impossibles? Oui, j'espère dans le futur plus, mais déjà dans mon passé de sportif, oui. Enfin, ça dépend de tout ce qu'on conçoit comme impossible, on va dire. Il y a beaucoup de choses qu'on pense impossibles au début, et après on arrive à les atteindre, à les faire, à les accomplir, et après on augmente comment dire en français là, du marche ce qu'on pense qui est impossible, et on augmente toujours plus. Donc oui, si je regarde ma petite fille qui avait 7 ans, sûrement j'ai accompli des choses qu'elle pensait étaient impossibles. La fille de 14 ans aussi, la fille de 16 ans aussi. Et aujourd'hui, enfin, c'est pas impossible, je pense que c'est pas vraiment le juste mot. Tout est possible, mais des choses qui sont peu probables, on va dire. Enfin, impossible pour moi, c'est une façon de dire, c'est pas réel. Impossible n'est pas en français, mais non plus italien. Mais voilà, donc je pense que tous les marches qu'on fait dans un chemin au début nous paraissent difficiles, et après on les atteint, on augmente on fait une marche de plus. Ça a été difficile pour moi à un moment donné de réussir à perdre du poids. Ça c'est une chose très compliquée du judo et des sports comme la boxe à catégorie. Enfin, on se retrouve à devoir perdre beaucoup de poids parce qu'on est dans une phase de changement de physique, donc on peut augmenter de poids, diminuer de poids, ça dépend aussi des aléas de la vie. Et je me suis retrouvée à devoir perdre beaucoup de poids. Aujourd'hui, j'ai changé de catégorie, donc je n'ai plus ce problème, mais je veux pas dire que c'était bien de perdre tout ce poids pour une compétition, parce que avec le recul que j'ai maintenant, j'aurais changé de catégorie avant. Je faisais les 57 kilos, maintenant je suis en 63 kilos. Mais je pensais pas de réussir à pouvoir, d'être en forme pour certaines compétitions. Donc j'ai vu vraiment mon corps, comment il pouvait suivre ma volonté, on va dire. Et ça, pour moi, c'est des choses que peuvent paraître impossibles. Et en fait, on se rend compte que la volonté peut nous pousser, notre corps où veut. Mais voilà, c'est assez compliqué de parler de ça parce qu'il y a quand même un côté de bien-être, de santé derrière. Il y a une limite. Et je pense que c'est le devoir des accompagnateurs, les coachs, les entraîneurs de gérer ça, de bien cadrer ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des phases où j'étais vraiment fatiguée. Même pas en régime, hein. Des fois, c'était aussi quand il y avait des grandes charges d'entraînement. De voir que j'arrivais à suivre, que mon corps arrivait à faire des compétitions, même si la veille, j'étais KO. Et donc, voilà, et de gagner aussi, parce que j'ai gagné des compétitions avec une forme physique vraiment pas bonne. Et après, j'ai gagné quand il y a eu des compétitions où tout était là pour gagner et pour me faire gagner. Et en fait, j'ai perdu. Donc, ça, oui. Après, bon, j'espère que ce dont je vais être fière, c'est encore devant moi, j'espère. Donc, on verra dans quelques années. Bon, en tout cas, on l'espère. On va parler de mental. Alors, oui. Qu'est-ce que le mental pour toi? Belle question. Le mental, pour moi, c'est une grande partie de la performance et de la vie, pas que de la performance. Ça réunit la partie cognitive, donc le raisonnement, etc., mais surtout, à mon sens, l'émotionnel. Et parfois aussi, quelqu'un n'est pas d'accord, certaines personnes ne sont pas d'accord, d'autres oui, aussi un côté un peu de foi, de spirituel. Ça peut pas être dans un dieu ou quelque chose, mais vraiment la foi. Et donc pour moi, ça regroupe tout le mental pour un sportif, pour un performer.
Et donc voilà, pour moi, c'est cet aspect-là, et ça regroupe, en fait, c'est un ingrédient qui permet d'exprimer les autres. Parce que si on n'est pas bien mentalement, pas seulement en compétition, mais vraiment dans notre parcours, dans notre chemin de vie, qui peut être sportif, qui peut être artistique, qui peut être professionnel, on peut pas performer sur le long terme. Donc c'est vraiment ça regroupe tout. Enfin, pour réussir à performer, il faut vraiment soigner et accompagner ce côté de la performance pour pouvoir ensuite exprimer aussi les autres. Et si je te demande de me définir avoir un bon mental, tu y mettrais quoi derrière? Avoir un bon mental. Je pense déjà, c'est être préparé. Parce que souvent, on dit cet athlète, il est fort mentalement, mais souvent, on est la conséquence aussi de nos expériences et qui nous permet d'être plus préparés que d'autres. Donc voilà, être bien préparé et surtout nous connaître. Enfin, connaître soi-même pour pouvoir se préparer et être bien préparé. Je ne crois pas qu'on est avec enfin, on est tous plus ou moins pareils. Bon, après, il y a des différences. Mais c'est quelque chose qu'on travaille, comme un bon physique. On peut avoir un bon mental. Et pour moi, c'est se connaître et savoir comment agir et comment se préparer en étant conscient, en ayant pris conscience de notre sphère mentale, émotionnelle. Bon, tu dis qu'il faut se préparer, et toi, tu te prépares comment? Alors, sur différents axes. Donc, je me prépare physiquement, tactiquement, techniquement, avec mon entraîneur et mon staff, et surtout, je m'entraîne mentalement, on va dire, émotionnellement. J'ai eu différentes façons de me préparer. Donc, j'ai eu des préparateurs mentaux. J'ai vu aussi un psychologue. Donc, voilà, je cherche de réunir tout ça pour être au top, pas seulement le jour J, mais aussi dans ma vie. Est-ce qu'il te semble important d'être enthousiaste pour le mental? Oui, moi je pense que ça passe tout par l'enthousiasme. Le jour où par l'enthousiasme, le jour où on s'amuse plus, c'est sûr, hein, il y a des moments où c'est très dur. Je veux dire, quand on fait de la prépa physique en début de saison et on a envie de vomir sur la piste, c'est sûr que c'est pas amusant. Mais s'il n'y a pas ce côté ludique derrière, par exemple un combat de judo, moi j'ai eu des moments où je détestais faire des randonnées. Les randonnées au judo, c'est des combats. J'avais pas envie. Et là, il faut creuser, comprendre pourquoi. Ça peut être de la fatigue parfois, etc. Mais le moment où on s'amuse pas, faire notre sport, à rester en compagnie des autres, même s'il peut y avoir des conflits, etc. Il faut se poser une question et dire est-ce que c'est le moment de voir un préparateur mental ou un psychologue, ou est-ce que c'est le bon chemin, etc. Et pour moi, l'enthousiasme, c'est primordial. Et je pense aussi que le sport a cette grande capacité d'insérer l'enthousiasme plus que les autres activités. Donc, on a la chance. Mais la vie d'athlète est très, très dure. Pas comme on la voit d'habitude avec des voyages, compétitions, et on s'amuse seulement. Mais s'il n'y a pas ce côté d'enthousiasme, on ne peut pas survivre des années dans le sport. Parce qu'il y a vraiment tellement de sacrifices, tellement de coups bas, donc des choses négatives qui peuvent, on peut avoir des conflits ou des choses assez négatives qui arrivent dans le sport. S'il n'y a pas ce côté d'enthousiasme dans ce qu'on fait, c'est très difficile d'avoir une résilience et de trouver du sens dans ce qu'on fait. Pour trouver du sens, je pense qu'il faut quand même une sorte d'enthousiasme. Bon, ok. C'est mon point de vue. Soyons enthousiastes alors. Oui. Du coup, une petite question qui me vient. Est-ce que tu penses qu'il est important de se connecter avec soi-même? Ah oui. C'est prendre conscience au niveau du corps et au niveau du mental, c'est super important. C'est ce qui fait l'athlète, même le jeune athlète de 6 ans, hein, quand il commence, il se connecte à soi-même. Donc, je pense que c'est la base du sport, bien qu'il y ait des déviances parfois, mais je pense que c'est très important, oui. Moi, je le fais grâce à la méditation, la mindfulness,
et avec la prise de conscience dans les parcours en psychothérapie ou en préparation mentale que j'ai fait. Et je pense que c'est très important et c'est le seul moyen de se ramener au présent quand tout va mal. Enfin, c'est très important quand il y a des phases dans la vie d'athlète, mais pas que dans la vie de tout le monde, où on perd un peu de vue nous-mêmes. Et donc, on est plus axé sur l'extérieur que sur l'intérieur. Et c'est pas très utile des fois parfois. Hein. Et donc, se connecter à soi-même, c'est la seule solution pour redémarrer sur de bonnes, comment dire en français, sur de bonnes bases. Voilà. On parle de plus en plus de la confiance en soi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la tienne? C'est compliqué à expliquer. Je pense que c'est un long travail, la confiance en soi. Ça dépend pas que du sport. Ça dépend du passé, donc de tout ce qu'on a pu vivre aussi dans le passé en tant qu'enfant, adolescent et athlète après ou adulte. Et athlète, adulte, etc. Ça dépend des personnes à quel moment de leur vie sont. Mais en ce qui me concerne, j'ai eu des moments, enfin souvent, j'ai eu des moments où je manquais de confiance en moi. Je pense que c'est ça qui m'a porté ensuite à vouloir étudier la préparation mentale parce que je me suis rendu compte que je faisais des non-performances assez flagrantes. Je me disais, j'ai perdu avec des athlètes que je pouvais vraiment battre en humain, quoi. Et en humain, parce que je peux rentrer avec deux mains, c'est pour ça. Et donc, oui, j'ai eu des moments comme ça, mais grâce aussi à un travail que j'ai fait, on peut la reconstruire, en fait. C'est pas quelque chose qui est déterminé. Donc, moi, j'ai eu des moments où j'ai eu vraiment beaucoup de confiance en moi et ça a payé. D'autres moments, des phases dans ma vie où c'était un peu moins fort. Et enfin, il y a des aléas dans le parcours. Et l'important, c'est dans ce parcours de se comprendre et se connecter à soi-même, voilà, et comprendre comment faire pour l'amener toujours vers le haut. Et ce que je pense tous les athlètes font, qui ont fait du sport consciemment. Enfin, justement. Donc pour moi, pour le moment, ça va. Donc j'ai eu des moments très bas mais des moments où je suis confiante. Dans les moments bas, comme tu dis, comment tu as fait pour garder confiance? Avec celle qui me restait. J'ai eu la chance d'être bien entourée. Donc, les personnes le staff, les personnes qui m'ont été à côté m'ont permis de ne pas lâcher et de voir les choses comme pas définitives, que de voir les difficultés comme une partie du parcours et pas comme la fin d'un parcours. Donc, on dit, voir les obstacles comme des marches, non? Donc, j'ai appris, c'est ça, pour ça que je suis fière de ma résilience, que j'ai appris que tous les obstacles que j'ai rencontrés, au final, c'était une façon de m'améliorer encore plus et de retrouver des ressources que je ne connaissais pas de moi lors de ces moments-là. Donc, à un moment donné, ça devient un peu une habitude. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça ne doit pas être une habitude à la défaite, hein, mais ça devient, à un moment donné, quand on commence à comprendre, on prend confiance. Moi, j'ai pris confiance dans l'erreur aussi. Et bien qu'au début, il y a toujours une phase très difficile. Mais voilà, l'entourage, je pense, et surtout j'ai la chance d'avoir une famille qui m'a toujours, il m'a toujours motivée et était toujours derrière moi, au-delà des défaites ou des victoires. Et donc ça, je pense que ça a joué vraiment beaucoup, le fait d'être entourée. Et aussi je pense aussi une grande foi. Je parlais de la foi. Je pense que ça joue beaucoup cette foi sur le moment où on est vraiment dans les moments plus bas. C'est ça qui nous permet de rebondir aussi. Est-ce que dans ton parcours, tu as dû t'affranchir à un moment donné ou à un autre du regard des autres? Affranchir, ça veut dire éliminer, faire semblant que... Oui, je pense tout le long de mon parcours. Oui, non, ça oui, c'était quelque chose
j'ai dû apprendre très vite à ça, parce que malheureusement, on ne choisit pas le milieu on ne choisit pas les partenaires d'entraînement, on ne choisit pas les environnements. Donc, après, quand on est adulte, oui, mais quand on est jeune, moi, j'ai commencé le judo sans avoir, je voulais pas gagner les JO quand j'ai commencé. J'ai commencé pour, c'était un jeu. Donc, après, les rêves commencent à venir quand on commence le haut niveau. Mais j'ai dû faire preuve de ça, je pense, tous les années de mon expérience de judokate. Et ça, c'est important parce que quand on dit que l'environnement peut vraiment influencer l'athlète, je pense que c'est vrai, vraiment, et la confiance, je pense qu'elle est touchée aussi par ça. Il y a des athlètes qui sont moins confiants que d'autres. Il y a des athlètes qui sont moins résilients ou qui sont plus résilients que les autres, parce qu'on peut avoir deux différentes actions. C'est aussi à cause de ça, ou grâce à ça, hein. Je ne sais pas, il faut voir les points de vue, mais moi, j'ai dû, tout le long de mes carrières sportives, j'ai dû faire ça. Le sport, c'est quand même, nous, on est un sport de combat, donc on est toujours mis en face à un adversaire. Donc, c'est normal et il faut accepter qu'il y ait des conflits implicites, tacites, qui peuvent naître, etc. Et surtout, aussi, j'ai dû faire abstraction, on va dire, de ce que les gens pensaient à l'école. Parce que, voilà, en Italie, il n'existe pas le sport de haut niveau. Donc, il n'existe pas les pôles espoirs, les pôles France, etc. Et le judo, être athlète de haut niveau et partir en compétition, être absente, c'était super mal vu par toute ma classe, tous mes professeurs. Et je me rappelle même, on m'avait fait une assemblée de classe contre le fait que moi, je faisais ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était ne pas rentrer le lundi à l'école, mais le mardi, parce que je rentrais la nuit de compétition. Donc, oui, j'ai dû j'ai dû vraiment faire abstraction de tout ce que les gens disaient ou me faisaient entendre, pas comprendre sur le tapis, ou certains entraîneurs. Voilà, ça oui. Je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a eu vraiment des moments très difficiles par rapport à ça dans ma jeune carrière. On parle de plus en plus de psychologie positive. Alors, est-ce que tu es positive au quotidien ? J'ai dû apprendre. Non, je rigole. Non, je suis positive, oui. Dans beaucoup de choses, oui. Dans d'autres, un peu moins. Parce que j'ai ce côté un peu perfectionniste qui veut toujours faire pas bien, mais plus. Et donc, voilà. Mais je me force vraiment sur certaines choses. Pour les choses normales de la vie, je suis assez positive. Je suis positive, on va dire. J'ai un peu l'esprit italien. Et c'est sur les choses un peu plus, plus professionnelles. Un peu, dans ce sens-là, je suis assez perfectionniste. J'y travaille, mais je suis pas négative, mais perfectionniste sur certaines choses. Qui n'est pas, je suis consciente que c'est pas bien. Mais pour les choses de la vie simples, je cherche toujours la convivialité. De voir toujours le bon côté, même si j'ai parfois un réflexe un peu toujours perfectionniste. Mais après, en réfléchissant, en prenant du recul, je cherche toujours de voir le côté positif. On va parler de motivation. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver au jour le jour ? Oui, alors, pour le sport, toujours. Le sport, le professionnel, le personnel. Oui. Pour moi, alors déjà, une chose qui me motive, c'est la bonne ambiance. Quand je vais m'entraîner, il y a une bonne ambiance et je sais que je vais m'amuser, ça me motive. Déjà, pour le sport, ça me motive beaucoup. Et je visualise. Donc, je visualise, je fais de la visualisation mentale. Donc, cela me motive. Je faisais ça depuis que j'étais petite. C'était une chose, je me rappelle, je m'imaginais gagner, j'avais les frissons. Donc, c'est quelque chose que je faisais déjà, je pense, à 13-14 ans. On va dire que la chose qui me démotive souvent, c'est la fatigue, parce que ce qui me démotive, voilà, je me sens fatiguée, donc parfois je ne suis pas à 100% dans ma motivation
Ça peut être professionnel, ça peut être sportif. Et là, je cherche de m'activer et de prendre vraiment du temps pour me reposer quand je peux. Et ça, déjà, ça me motive parce que le fait de faire du judo à soi-même, ça me motive. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour me motiver à faire du judo. Mais pour avancer, pour aller de l'avant dans le parcours de compétition, c'est vraiment la visualisation et m'amuser sur le tapis. Si je m'amuse pas et si je vois pas le fait de faire un bon travail, de rentrer chez moi et de dire j'ai fait ça, j'ai réussi à améliorer ça, même si je vois que j'arrive pas dans un truc, ça m'arrive par exemple en ce moment, que voilà, après le Covid, je dois reprendre certains automatismes. Voilà, par exemple, sur certaines choses, je suis plus sur la défensive dans mon combat, donc c'est pas bien. Donc voilà, le fait de voir qu'il y a des choses à changer. Sur le moment, comme je suis perfectionniste, mon entraîneur peut le témoigner, je m'énerve parce que, pas je m'énerve, mais il me dit quand même, j'ai perdu certains trucs et tout. Après, c'est pas tout vrai parce que si je regarde, j'ai pas perdu tellement à cause du Covid, mais après, je rentre chez moi et je réfléchis, je dis quand même, j'ai amélioré ça aujourd'hui. Donc, le fait de me dire que je suis en train de faire du bon boulot et de accomplir des tâches et de m'amuser parce que il faut avoir la chance d'avoir des partenaires d'entraînement qui sont cool, on va dire, mais le fait de m'amuser, être dans une bonne ambiance et de voir que je fais le taf, ça me motive. Et surtout, là, en ce moment, après le Covid, qui m'a aidé à me motiver, c'est aussi penser à le fait c'est ça, ce que je viens de dire, de faire le taf et tout, mais aussi de dire ça me manque, non, de faire des compétitions, de partir à l'étranger, voilà, toute cette aventure des tournois, c'est quelque chose qu'on vit que quand on est athlète ou entraîneur, mais même un entraîneur, c'est pas la même chose. Et donc, ça motive à continuer, ça oui. Est-ce que, selon toi, tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir ? Oui. Je pensais pas ça au début. Au début, je me posais pas de questions. Au début, je veux dire jusqu'à après la fac. À un moment, quand j'ai commencé à travailler, donc en préparation mentale et en personal training, là, je me suis rendu compte vraiment que j'avais vraiment un manque d'organisation. Et je me suis dit, j'ai compris que mon mal-être, mon malaise, j'étais pas bien dans mon parcours parce que en fait, j'avais rien prévu au niveau de financement, au niveau d'organisation par rapport à certaines choses parce que avant j'étais dans un club, on me faisait ma prépa physique, j'allais à l'entraînement, je m'entraînais, on se posait pas de questions quand on est junior et voire des premières années seniors, on s'entraîne sous les ordres entre guillemets des entraîneurs. Mais après, quand on est senior, c'est sa chance parce qu'on a envers nous un rapport différent, donc on nous parle comme des adultes. Donc, moi, étant un athlète un peu atypique, parce que je m'entraîne en France, mais je combats pour l'Italie. Et donc, je dois gérer toute ma préparation. Je délègue, mais je dois quand même m'organiser avec les personnes qui me suivent à être prêt mentalement, physiquement, techniquement, etc. Et je me suis rendu compte que voilà, il y avait vraiment une partie de préparation, pas préparation mentale, mais vraiment une préparation, des préparations, une organisation que je n'avais pas du tout. Et ça me mettait mal à l'aise mentalement. Et c'est pour ça que pendant une année, j'ai vraiment mal performé parce que j'étais vraiment fatiguée en n'étant pas organisée. Et donc, dans le petit, il faut se préparer physiquement, tactiquement, stratégiquement, mentalement, physiquement, etc. Et dans le plus vaste, en général, il faut vraiment organiser ces préparations-là. Donc, pour des sports, ça peut être même la recherche des sponsors, de financement, quelle compète faire, quelle compète ne pas faire. Et je pense que c'est important. Peut-être quand on est plus jeune, non, parce qu'on a beaucoup plus d'énergie et c'est les autres qui le font pour nous. Mais après, oui, surtout dans la catégorie senior, oui. Alors, on va te parler un peu gestion des émotions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de connaître la pression ou du stress ? Ah oui, je connais par cœur. Oui, alors, on va dire que je ne suis pas l'athlète le plus fort. Enfin, je ne suis pas l'athlète qui est mentalement froid, on va dire. Je suis vraiment une athlète qui a beaucoup d'émotions, parfois négatives, parfois positives, et j'ai vraiment dû apprendre à les gérer.
je prends aujourd'hui encore, hein, je pense que c'est un long parcours, ça dure une vie, je pense. Mais j'ai commencé très tôt à devoir gérer les émotions. Au début, j'avais vraiment du mal. Quand j'ai commencé le haut niveau en cadette, je me rappelle, je vomissais. Je me rappelle encore la finale en classe de 3 que j'avais fait au championnat d'Italie. Et mon entraîneur m'avait demandé d'aller dehors et courir. Parce qu'en courant, si j'étais dans l'activité, j'étais activée. Mais en fait, on avait vu que j'avais plus envie de vomir. Et le problème, c'est qu'au judo, si tu vomis, t'es disqualifié, mais de toute la compète. Donc, on peut pas vomir sur les tapis, sinon la compète est terminée. Donc, mon entraîneur, avant la finale, je devais faire, je pense, avec la championne d'Italie, et il me dit d'aller dehors et de faire des sprints, continuer à faire des sprints, à courir. Et moi, j'avais la finale après, j'ai dit, je vais être KO avant de monter. Et en fait, c'était la seule façon de ne pas me faire vomir. J'ai pas vomi, j'ai gagné en 10 secondes parce que j'avais pas envie de vomir et j'ai gagné comme ça. Donc, déjà au début, c'était dur. Tout doucement, les émotions et la gestion des émotions a changé tout le long des années. Et aujourd'hui encore, mais je pense que tous les athlètes, chaque compétition est différente. Donc, il y a des fois, on fait des erreurs à cause des émotions. Ça m'est arrivé. Et donc voilà, je pense que se connecter à soi-même, c'est aussi voir et essayer de comprendre comment je laisse exprimer cette émotion, si elle s'exprime pas dans le corps, etc. Et par rapport à ça, comprendre comment faire pour la gérer et comprendre, peut-être pour d'autres personnes aussi, comprendre d'où elle vient cette émotion. Donc, je pense que c'est très important de se connaître soi-même pour pouvoir faire ce travail. Et moi, ça m'arrivait souvent de devoir faire face au stress. Mais le stress, je le subis plus, je l'ai plus perçu, on va dire, dans le judo qu'en dehors. En dehors du judo, beaucoup moins, mais sur le tapis, c'est quelque chose. J'ai dû apprendre vraiment à le gérer. Alors sur le tapis, je suppose que tu as besoin d'être concentré. Comment tu fais pour l'être et le rester? Pour moi, c'est plus compliqué de l'être que de le rester. Dans le sens, c'est plus facile. Une fois que je suis concentrée, c'est difficile de me concentrer. Mais par contre, si je pars et je suis pas concentrée, ben c'est compliqué. Donc si je pars bien concentrée, ça va. Et j'ai des techniques. Je me parle. C'est pas que je me parle un dialogue, mais vraiment je dis des choses dans ma tête qui me permettent de rester focus et avant de monter. Juste avant, hein. Et un peu avant, je me relaxe parce que sinon j'arrive très fatiguée. Les compétitions de judo, ça peut commencer à 9h et finir à 19h. Donc, si on est concentré tout le temps, on va pas y arriver. Donc, moi, je cherche quand même de me relaxer entre les combats. Et je sais que si je fais pas ça, j'arrive vraiment fatiguée mentalement parce que mon cerveau assez vite. Donc, si j'arrive pas à le calmer quand il faut, j'ai plus d'énergie lors du combat et énergie mentale. Et c'est pas une routine, mais je me dis certaines choses qui me permettent de rester focalisée et de pas laisser mon cerveau partir dans tous les sens, parce que ça, c'est mon truc, que quand je suis stressée, je pars dans tous les sens. On entend souvent dans le monde du sport et maintenant aussi dans le monde de l'entreprise qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une question assez simple, mais je ne sais pas quoi répondre. C'est sûr que la résilience veut dire la persévérance, veut dire ne rien lâcher, mais parfois il faut lâcher prise. Je pense. Il y a des moments où c'est bien. Moi, j'ai accepté d'être une athlète que parfois a dû s'arrêter pour mieux repartir, je veux dire. Donc, le rien lâcher, oui, mais là où ça ne devient pas, une obsession. Si ça devient une obsession, c'est pas bien. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de s'amuser, voilà. Donc, oui, je pense que tout est relatif. Il faut vraiment passer par ce travail sur soi et de connaissance de soi pour comprendre où on est. Que rien lâcher, oui, mais il faut avoir quand même des bénéfices derrière. Je ne vais pas dire des bénéfices matériels, mais vraiment se rendre compte que c'est là où on veut aller.
Non, ça devient une obsession et ça peut être pour certains athlètes, la victoire a été une obsession et ils soirées, mais je pense pas que ça a été qu'une obsession pour certains athlètes. Moi, je pense que le jour où on se dit c'est un poids, faire quelque chose, vraiment un poids, pas que être fatigué à faire de la prépa physique, mais c'est quelque chose qu'on sent à l'intérieur. Et rien lâcher, oui, mais là où ça devient malsain, non. On arrive sur la fin de ce podcast et j'ai envie de te demander si tu as une citation qui t'inspire et qui te guide au quotidien. Une citation qui m'inspire au quotidien. C'est difficile ça, quand même. Je devais réfléchir avant quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut les choses faites avec enthousiasme, avec du sens. Enfin, si on fait quelque chose avec c'est pas une citation, hein, je dis une phrase comme ça pour la dire, parce que je passe sous mes yeux une citation, mais si, quand on fait des choses avec du sens et de l'enthousiasme et de la préparation, je pense que rien n'est impossible. On peut aller où on veut. Merci beaucoup, Christina, pour ce temps que tu auras passé avec nous. Et merci à vous. Écoute, je te souhaite une bonne continuation et une bonne préparation pour tes compétitions à venir. Et puis, j'ai envie de dire, Forza Italia pour ce soir, pour la finale de la Coupe d'Europe. Forza Azzurri. Grazie mille. Je suis très contente d'avoir participé à ce podcast et j'espère que mon français est compréhensible au maximum. Et merci pour m'avoir invité. C'était parfait, Christina. Ton français est parfait. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, Christina. À bientôt. Au revoir. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités, qui, j'espère, t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi, tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.